Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième édition de Médias en scène, Festival international des médias de demain, organisé par France Info et Les Échos. Vous êtes plus de 4000 à suivre nos 84 conférences, échanges, débats et keynotes. Un festival 100% en streaming cette année, conséquence bien sûr de la crise sanitaire, mais la qualité des séquences et la hauteur des plateaux n'en pâtit absolument pas. Vous allez vous en rendre compte en cliquant d'un sujet à l'autre en fonction de vos centres d'intérêt. Au programme de ce début d'après-midi, une utilisation responsable du numérique. J'aurai le plaisir d'accueillir dans 3 quarts d'heure la présidente directrice générale d'Orange France. Mais d'abord, nous allons dessiner le nouveau paysage des médias, celui de l'après-2020. Cette première table ronde est modérée par Éric Scherer, directeur de l'innovation et des relations internationales de France Télévisions. Bonjour Éric. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend très bien Éric, merci beaucoup. Vos invités en plateau et en duplex, Laurent Guimier, directeur de l'information du groupe France Télévisions. Bonjour Laurent. Bonjour, et welcome Gilles. back à Radio France. Bonjour à tous. Luce Julien, directeur de l'information de Radio-Canada, est en duplex de Montréal. Et Jean-Pierre Jacquemin, directeur de la formation de la RTBF, est en duplex de Bruxelles. Les patrons de l'info de 3 grands médias francophones de service public. Éric, ils sont à vous. Merci infiniment. Merci à nos invités de nous rejoindre. Un merci spécial aussi à Luce qui là, il est 8h du matin, il doit être encore nuit, encore faire nuit dans le début, dans la fin de l'automne canadien. Merci à elle, merci Jean-Pierre, Laurent. Alors effectivement, l'idée de notre table ronde, c'est de se projeter sur l'après. C'est aussi, et vous l'aurez remarqué avec la nature des invités qui sont autour de la table, de s'interroger un petit peu sur cette année 2020 et dans la manière dont les médias publics, puisque nous sommes tous là autour de la table, des membres, des salariés, des médias audiovisuels publics, est-ce que finalement ces médias ont marqué leurs différences? Est-ce qu'ils ont été confrontés à des défis particuliers? Et est-ce qu'ils ont pu saisir, en revanche, certaines opportunités de cette crise? Alors, je voudrais d'abord laisser la parole justement à Luce pour savoir un petit peu comment sa rédaction, celle de Radio-Canada, le grand média public canadien, je précise Radio-Canada, c'est une radio, mais c'est aussi une télévision, en fait, plusieurs chaînes de télévision. Luce, comment tes équipes ont-elles traversé cette période difficile qui, je crois, va durer un certain temps encore au Canada? Tout comme chez vous. Alors, bonjour Éric, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin, oui, très tôt. Écoutez, je vais peut-être présenter un peu Radio-Canada, le service d'info plutôt de Radio-Canada. Je dirige à peu près 900 employés qui travaillent à la fois, oui, à la radio, à la fois à la télé et sur les plateformes numériques. Nous sommes très, très présents sur le numérique. Puis, on a une chaîne d'info en continu et CRDI depuis 25 ans. Donc, oui, je pensais aborder effectivement quelques leçons apprises de la couverture de la pandémie, mais aussi quelques réflexions sur les défis qui nous sont tous posés à nous, médias, mais peut-être plus particulièrement services publics. Le sujet incontournable, c'est vraiment évidemment la couverture de la pandémie. Comme d'autres entreprises et d'autres médias, on a dû, nous aussi, se réorganiser complètement et très, très rapidement. On avait peut-être une petite longueur d'avance sur vous puisque on a suivi évidemment ce qui se passait en Chine dans un premier temps avec notre correspondante et ce qui se passait chez vous en Europe. Alors, on a pas mal anticipé ce qui arriverait chez nous. En même temps, le virus a frappé très fort, nous, plutôt à la mi-mars, donc un peu décalé par rapport à l'Europe. Et comme directrice de rédaction depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, honnêtement, je suis très, très habituée à tout ce qui est breaking news, des événements très importants, marquants, que ce soit septembre 2001 ou tant d'autres. Cette fois-ci, c'est vrai que la pandémie a imposé vraiment d'autres contraintes, une logistique absolument incroyable. Et la priorité, on avait 2 priorités majeures. La première, c'était de protéger
nos employés qui étaient à la fois dans la rédaction, mais aussi nos équipes sur le terrain, maintenir le cap sur le rôle du service public qui est d'informer, mais d'informer aussi sur le terrain malgré les contraintes. Et je ne sais pour vous, j'ai hâte de vous entendre, mais on a dû quand même rassurer beaucoup nos employés, tant pour ceux qui travaillaient dans la rédaction. Sur mes 900 employés, j'en ai 200, 250 encore qui sont ici au centre de l'information dans la tour de Radio-Canada. Le reste des employés sont en télétravail. Est-ce que j'aurais cru un jour que ce serait possible d'avoir autant d'employés, autant de journalistes et d'équipes en télétravail? Franchement, jamais. Jamais on aurait pu prédire cela. C'est un petit miracle. On pourra en reparler. Il y a quand même des leçons à tirer de ça. Auparavant, tout ce qui était FaceTime, Skype, c'était un peu honni par toutes les rédactions. Maintenant, c'est du quotidien chez nous, puisqu'on n'a pas d'invités sur les plateaux. Sur les plateaux, on fait presque tout en Skype. L'importance pour moi d'avoir gardé le cap sur notre vision d'informer les citoyens, mais vraiment d'aller sur le terrain. J'en parle parce que je vous dirais que ça n'a pas été évident après ma barre. Pour certains employés, notamment, on a beaucoup d'émissions d'affaires publiques, des émissions, des magazines, en fait, je devrais dire, pour chez vous. Donc, magazines scientifiques, un magazine orienté sur l'environnement. Les équipes nous disaient, en quelque sorte, est-ce que nous sommes un service essentiel? Et on a répondu oui. Ce qui va distinguer le service public, c'est justement l'information en profondeur. Vous avez une expertise clé, la science, tout ce qui était évidemment la notion aussi d'agroalimentaire. Bon, on a dirigé donc nos équipes vraiment à maintenir le terrain malgré, encore une fois, les contraintes. Quelques leçons rapidement à tirer. Je pense que la principale, ça va peut-être être étonnant, mais c'est le fait que malgré qu'on a un magazine scientifique hebdo, on n'a pas créé une cellule science vraiment au cœur de nos opérations pour distinguer le bruit, le superflu de ce qui est vraiment important. Donc, il nous est arrivé à quelques reprises de publier, soit sur le web ou même en info en continu, télé, certaines études qui le méritaient-elles vraiment? J'en suis pas certaine. Alors, en fait, c'est tout le défi pour le service public de rester pertinent. C'est toujours un défi tout le temps, mais j'estime qu'en temps de pandémie comme celle-là, ce défi-là est encore plus important, pertinent dans nos contenus, pertinent dans les formats narratifs pour atteindre vraiment tous les publics, pas seulement dans les médias traditionnels, mais atteindre tous les auditoires, les jeunes auditoires aussi. Est-ce que le défi de la pertinence et même de la confiance, qui est pour moi un enjeu vraiment de l'heure, puis on va en parler probablement tout à l'heure, je pense qu'il a été encore plus important durant la pandémie, même si effectivement on a eu recours à beaucoup d'experts scientifiques, beaucoup d'experts médicaux. Comme vous savez, on a eu énormément sur les réseaux sociaux des questions, bien sûr, sur la véracité. On a eu un peu comme vous, nous, c'est plus le phénomène des anti-masques, plus que les anti-vaccins, on pourrait y revenir. Et je dis ça parce que même si les médias canadiens ont tout respect, quand on regarde les études, le Digital Reuters notamment, Report, les médias canadiens ont encore un indice de confiance assez élevé, beaucoup plus élevé que les médias français et les médias américains. Le service public, Radio-Canada et RDI, ont les marques de confiance les plus élevées. Est-ce qu'une fois que je dis cela, on a tout gagné, tout est acquis? Non, vraiment pas. Il faut continuer à travailler fort, et même je vous dirais que pendant plus de 2 semaines, on a eu devant ici Radio-Canada des gens qui nous demandaient un débat public, mais un débat public parce qu'ils estimaient qu'on ne disait pas la vérité, qu'on ne recevait pas les vrais experts. Alors oui, on a eu ce phénomène-là aussi. C'est sûr que ce phénomène est probablement moins présent, encore une fois, que chez vous et aux États-Unis. Je pense que c'est important quand même que je dise un mot sur l'Infox et ce qui se produit aussi aux États-Unis en ce moment. Évidemment, on a couvert, d'ailleurs, on a beaucoup couvert l'élection américaine sur le terrain. La pandémie ne nous a pas freinés. Nous sommes allés, on a couvert l'élection américaine comme s'il n'y avait pas de pandémie, avec les mesures à la fois de sécurité, évidemment protéger la santé, mais même de sécurité
dans le cas où on a couvert aussi évidemment pas les émeutes, mais les manifestations, pardon, après l'affaire George Floyd. J'avoue que j'ai été un peu troublée par la couverture des réseaux américains. On a vu vraiment au cours des dernières années la polarisation, vraiment. Il existe une polarisation très forte dans la société américaine, mais je pense qu'elle est aussi alimentée par les réseaux américains, que ce soit Fox, que ce soit CNN depuis des années. Vraiment, il y a eu une présence de l'opinion dans le cas de CNN, qui était auparavant une chaîne extrêmement, très, très factuelle. On a pu voir vraiment une polarisation s'ancrer de plus en plus. J'avoue que je regarde ça, moi, d'un regard d'un média canadien et ça me trouble. Ça me trouble parce que des médias soient aussi campés. Je ne pense pas que ça aide vraiment les citoyens à démêler le vrai du faux. Vous avez sûrement entendu même Anderson Cooper traiter aussi le président de tortue obèse sur le dos, s'agitant sous le soleil brillant. Bref, il est certain que pour nous tous, médias, le défi, je résumerai dans le fond ma présentation en défi de la confiance et de la pertinence. Et pour des services publics comme nous, c'est extrêmement important de maintenir, de garder et même d'augmenter cette confiance-là. Je veux juste terminer en disant que c'était très, très utile de faire partie des médias francophones publics pendant cette pandémie, puisqu'on a créé une réunion entre nous de patrons de rédaction pour comparer nos pratiques journalistiques et surtout, notamment sur le terrain. Moi, j'étais très intéressée au départ de voir si vous alliez encore dans les clusters, etc., parce que nous, ce n'était pas encore arrivé. Bref, c'était très, très utile et maintenant, j'ai bien hâte d'entendre mes collègues. Merci, Éric. Merci beaucoup, beaucoup, Luce. Je reviendrai vers toi dans un instant sur cette partie d'activisme des rédactions qui est un élément nouveau, notamment après le phénomène Black Lives Matter aux États-Unis. Oui, cette réunion des médias francophones, cette coopération assez inédite des médias francophones publics a existé. Et elle a même été pilotée par Jean-Pierre Jacquemin, à qui je vais donner la parole maintenant pour nous raconter un peu comment lui, il a traversé avec sa rédaction en Belgique, et puis ce qu'il a retenu aussi du groupe qu'on formait et qu'on continue de former tous ensemble. Alors sur le groupe, j'y reviendrai, mais ça a été vraiment extrêmement salutaire dans l'échange d'informations, dans le soutien, dans la coopération et dans des réflexions sur des matières dans lesquelles des directeurs d'info n'ont pas l'habitude de s'embarquer, sauf quand il s'agit d'envoyer des équipes de reporters dans des zones de guerre, dans des zones de danger. Et donc, voilà, masquer nos équipes, les équiper de masques, de produits, de gel, de combinaisons, parfois de chaussures ou de surchaussures, au jour le jour dans nos pays était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et les échanges qu'on a eus ont été vraiment très, 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 très utiles. Les échanges aussi sur la manière dont on a continué à mener notre mission d'information. Il faut savoir qu'à la RTBF, on est quand même dans le pays où maintenant on a atteint 15 000 morts, 10 000 de la première vague, 5 000 de la deuxième vague. Donc c'est le pays qui est statistiquement le plus atteint et le plus touché en nombre de morts au monde. Et il nous fallait tout à la fois, comme l'a dit Luce, protéger nos équipes, mais également avoir cette mission d'information, cette audace de rapporter les événements et de porter attention à toutes les victimes de cette pandémie. Alors oui, bien sûr, on a continué à faire du reportage. On a été dans les maisons de repos et de soins, les maisons de retraite, comme on dit parfois. On a été dans les hôpitaux. Parfois, on a eu des réactions assez négatives de la part de notre public qui nous dit « Mais enfin, pourquoi vous allez voir nos parents alors que nous ne pouvons plus les voir ?» Puis on s'est expliqué, qu'il nous fallait rapporter et donc porter cette attention. La rédaction s'est retrouvée dans trois types de fonctions. Il y avait évidemment ceux qui étaient nécessaires à la présentation des journaux, présents sur antenne, les journalistes, évidemment, toutes les fonctions de support, les assistants qui ont été tout aussi audacieux et courageux que les autres. On a pu mettre en place du travail à domicile avec des outils et quelque part, les journalistes ont travaillé depuis leur domicile, comme parfois il nous arrive à quelques-uns de travailler
à distance quand on est en reportage à l'étranger, en montage dans une chambre d'hôtel, en envoi de sujets. Et puis on a mis en place ce que j'appelais le téléreportage, c'est-à-dire des journalistes qui étaient chez eux, qui allaient sur le terrain, en Belgique, dans nos villes de Wallonie et de Bruxelles, dans les campagnes également, et qui ramenaient la matière chez eux, qui la fabriquaient chez eux, qui l'envoyaient, et qui parfois intervenaient même en direct, comme on est en train de le faire pour le moment. Pour moi, il y a eu plusieurs phases à cette année 2020. Il y a la première phase avec cette pandémie qui, quelque part, nous balaye, mais dans laquelle on essaye de se redresser très très vite parce que nous étions, en tant que service public, selon moi, indispensables. Et nous avons, je pense, été les premiers et pendant très longtemps les seuls à rester fondamentalement sur le terrain parce que nous devions porter nos caméras, nos plumes et nos micros aux côtés des gens qui vivaient cet élément-là. Et puis, paradoxe, là où on n'attendait pas du tout, alors qu'on était parti dans une vague, cette vague se replie un peu et elle est remplacée en Belgique. Vous avez parlé de George Floyd au Canada. En Belgique, on a aussi eu Black Lives Matter, ce qui a beaucoup impressionné, d'autant plus que ça tombait en même temps chez nous que la date anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, Kinshasa. Et ça a ramené aussi toute une réflexion du militantisme et une action importante autour des phénomènes de racisme qui persistent chez nous, phénomènes de discrimination à l'embauche, par exemple, pour les jeunes d'origine étrangère, de deuxième, voire de troisième génération. Et paradoxalement, la première grosse manifestation d'après-Covid, 10 000 personnes, c'était point levé, George Floyd et discrimination en Belgique. Et puis après, on a passé l'été, et au moment où la deuxième vague nous arrivait, les élections américaines se sont également profilées. C'était une année aussi où nous avons renforcé, malgré les conditions, notre volonté d'être présents sur d'autres formes que les plateformes linéaires, radio et télé, évidemment le site web, il y a longtemps que nous y sommes, mais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par de l'information. Nous voulions toucher tous les publics. On aurait pu abandonner parce que les événements ne s'y prêtaient pas, mais nous avons senti qu'il y avait une nécessité importante de pouvoir apporter l'information de service public auprès des plus jeunes et là où ils consomment leur information pour ne pas les laisser comme aux mains des complotistes qui déferlent beaucoup sur ce moment-là. Et on a échangé avec Eric d'ailleurs à plusieurs reprises en se disant, tiens, ce boom que nous avons connu du confinement pour la télévision linéaire, on a eu des audiences équivalentes à celles des finales de Coupe du Monde ou de demi-finale, même quand les Français battent les Belges, et pour des conseils nationaux de sécurité concernant le coronavirus. Donc, la télé a repris de plus belle, mais il nous fallait, nous semble-t-il, être très, très investis également dans les médias, les plateformes non linéaires et digitales. Et c'est ce que nous avons essayé de mener malgré les circonstances. Je propose, Eric, que peut-être on vienne, quand tu le veux, au débat sur ce militantisme, sur cette action, sur cette volonté de la part de certains dans les rédactions de se lever contre ce qu'on appelle les injustices et qui peuvent parfois nous perturber, en tout cas en tant qu'ancien directeur de l'information plutôt âgé, pas ancien, je suis toujours directeur de l'information, mais à me poser des questions sur est-ce que notre neutralité, objectivité, honnêteté, volonté de présenter tous les points de vue. Oui, Jean-Pierre, absolument. Merci beaucoup à toi. Un petit mot peut-être de Laurent qui a pris la direction de l'information de France Télévisions cet été, qui n'a donc pas connu le premier confinement avec les équipes, mais qui a connu la sortie du confinement chez France Info, évidemment au début vers le mois de juin à juillet, et puis qui est en plein dans la deuxième vague. Pour France Télévisions, pour les équipes de France Télévisions, qu'est-ce que ça a changé cette pandémie, Laurent? Qu'est-ce que tu en retiens pour la suite?
Alors, j'en retiens d'abord des constats qu'on peut faire à l'échelle des journalistes, parce que je pense qu'on a vécu la crise dans les services publics, les médias publics, de la même façon qu'on a pu la vivre dans d'autres types de médias. La première chose qu'on a pu voir, alors tu l'as dit, hein, Eric, on travaille ensemble, je n'étais pas à France Télévisions au moment de la première crise, j'ai été observateur, on va dire ça comme ça, et opérationnel maintenant, ce qui m'a permis d'essayer d'imaginer les quelques leçons qu'on peut retenir. D'abord, une grosse modification au niveau des usages. Tu l'as dit, Jean-Pierre, une grosse polarisation, un gros succès, si on tentait qu'on puisse parler de succès, mais enfin en tout cas des audiences de nos grandes éditions télévisées 13h et encore plus 20h qui ont plus que jamais montré la fonction de rassemblement, de communion, on peut le dire comme ça, qu'elle soit républicaine ou sanitaire, de tout un peuple quand un chef de l'État, un Premier ministre ou des soignants s'expriment. Ces usages que j'ai baptisés immobiles, eh bien, ont bénéficié, entre guillemets, à la télévision linéaire, même si l'explosion des audiences numériques est le corollaire de ce que j'ai dit précédemment. En revanche, le fonctionnement des médias en mobilité, ça touche plus la radio que la télévision, a été quand même perturbé par ce phénomène. La deuxième chose, et ça j'y tiens parce que je pense qu'on est au cœur de ce qu'on dit, de ce que vous avez décrit précédemment, c'est qu'on est dans une crise où, dans les services publics comme ailleurs, 100% de la profession, 100% des journalistes ont été témoins, victimes, acteurs de la crise. Et donc, on ne peut pas tout à fait voir les choses comme si nous avions ce regard journalistique classique, fait de distance, de recul et aussi d'implication, parce que tout simplement, nous sommes tous des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des petits-fils et petites-filles, ou nous-mêmes victimes de cette crise. Et ça aura forcément, pour la suite, pour cet après, qui est plutôt un autrement qu'un après, de mon point de vue, des conséquences très, très fortes. Mais encore une fois, je pense que hors temps de guerre, et encore, jamais 100% d'une profession n'est elle-même l'objet du sujet qu'elle traite. Troisième leçon qu'on peut tirer, c'est la difficulté qu'on a eue à entrer en contact, apporter nos contenus, échanger avec ce qu'on peut appeler les mal informés, les désinformés, tout un tas de secteurs de la population qui, pour plein de raisons, se sont éloignés des médias dits traditionnels et aussi des médias publics au fil des ans. Et la crise politique, sociale que traverse la France depuis bien avant le Covid n'est forcément pas sans lien avec ce que je viens de dire. Donc ce divorce qui s'est opéré entre des couches de la population qui ont appris aussi à communiquer par elles-mêmes, à se passer des médias pour faire passer leurs messages, leurs revendications, a été aggravé pendant cette crise et on a eu du mal parce qu'on l'a vu avec les phénomènes de désinformation que vous avez évoqués, il a été de plus en plus compliqué pour nous, journalistes des rédactions, d'aller les chercher, les dénicher et les contrecarrer. Une grande partie de la désinformation est passée par notamment la messagerie WhatsApp. Il est compliqué pour un média aujourd'hui d'investir ce terrain qui peut être un terrain de désinformation parce que tout simplement, il est en dessous des radars. Il est en dessous des médias traditionnels et en dessous même des médias numériques, j'allais dire à ciel ouvert. Et puis quatrièmement, on a senti aussi un besoin un besoin d'air, tout simplement, un besoin de déconnexion, un besoin de parler d'autre chose, un besoin, et on le voit, je pense, plus encore dans la seconde vague que dans la première, un besoin d'espérer, un besoin de se raccrocher à des choses qui commencent à être positives, ou en tout cas qui ne sont pas que négatives. Et je pense que là aussi, dans des notions qu'on a beaucoup véhiculées au fil des ans, au fil des projets, au fil des histoires de chacun de nos groupes autour de ce qu'on a appelé le journalisme constructif, le journalisme de solution, et toutes ces notions qui nous ont parfois paru peut-être un tout petit peu schématiques ou
ou pas forcément concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'approcher à grands pas de cette demande parce qu'elle s'est beaucoup exprimée et elle s'exprime beaucoup de la part d'une population qui alors, a besoin d'informations. Ça, c'est une évidence. On a déployé beaucoup de moyens à France Télévisions, avec notamment ce hashtag « On vous répond » qui, matin, midi et soir, sur toutes mes antennes, a été le point d'accroche de l'interactivité nouvelle qu'on a pu nouer avec ceux du public et ceux de nos publics qui nous sont restés fidèles. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est la grande majorité de nos publics, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais c'est ce lien qu'il faut entretenir. Donc, 2-3 petites leçons, et puis après, je laisse la parole. Mais dans ce qu'il faut, à mon avis, creuser, 3-4 idées comme ça. Je parlais tout à l'heure du fait que 100% d'une profession a été victime ou sujet de ce que nous traitions. Bien, il va falloir sans doute être capable de travailler, de réfléchir ensemble à retrouver cette distanciation médiatique qui a parfois peut-être été un peu perdue. Et encore une fois, pour globalement des bonnes raisons. Hein. Quand on est victime ou soi-même proche de victimes, le recul est beaucoup plus compliqué que de traiter d'un sujet pour lequel on n'est pas personnellement, sur lequel on n'est pas forcément impliqué. Ensuite, je pense que les questions de lutte contre la désinformation doivent monter d'un cran. Il ne faut pas parler de lutte, il faut parler de guerre, il faut s'armer, il faut travailler et beaucoup plus décloisonner les compétences journalistiques, technologiques, pour mener cette guerre, cette bataille avec les bonnes armes sur les bons champs de bataille. Ces derniers jours et la montée des documentaires dits complotistes dont on a beaucoup parlé sur nos antennes, je pense, doivent nous faire réfléchir à l'idée d'accélérer dans les moyens qu'on doit trouver pour non pas simplement faire notre travail de journaliste en essayant, face à un fait, face à un documentaire, face à quelque objet que ce soit, de dire c'est vrai, c'est faux et de faire le plus honnêtement possible notre travail. Mais une fois qu'on a produit ce contenu, il faut quand même qu'il arrive auprès des personnes qui sont censées être informées et qui en ont, entre guillemets, je pense que c'est de la responsabilité d'un service public de le dire, qui en ont le plus besoin. La troisième chose, c'est une montée en gamme, là aussi, absolument nécessaire dans nos rédactions sur les compétences scientifiques en matière de santé, d'environnement. Voilà, il y a une réorientation éditoriale à faire pour doper nos capacités à produire et à vérifier l'information scientifique. Et puis, dernièrement, et là, je rebondis juste pour terminer sur cette question de l'implication plutôt de ce qui s'est passé autour des revendications. Alors, on l'a abordé côté rédaction, du positionnement que doivent avoir des rédactions face à des phénomènes de révolte ou d'implication politique. Mais il faut penser au public, et le public aujourd'hui, ce que j'appelle les vintards, hein, c'est-à-dire, pour reprendre une expression française qui a été celle des 68ards, je pense que les vintards, c'est-à-dire cette génération très engagée aujourd'hui qui a entre 18 et 25 ans, assez radicalisée sur beaucoup de thèmes, qui produit elle-même beaucoup de contenu, qui a un besoin d'engagement et d'interaction, doit absolument être écoutée, entendue par nous, les médias, de services publics, parce que c'est notre fonction que de les embarquer aussi dans notre aventure collective dans les années qui viennent. Merci Laurent. On va rebondir évidemment sur un des points communs que vous avez tous évoqués, c'est cette distanciation médiatique et d'une certaine manière cette révolte aussi dont tu viens de parler. Vous l'avez tous les deux évoqué, Luce et Jean-Pierre, le phénomène Black Lives Matter a été un déclencheur d'une tentation d'activisme dans vos rédactions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire où vous en êtes aujourd'hui sur ce? Luce, s'il te plaît. Pour être bien honnête, oui, on a senti chez nous, à Radio-Canada, je vous dirais, évidemment, c'est un événement qui a bouleversé le monde entier de toute façon. Il y a eu effectivement dans notre rédaction quelques questionnements, mais je vous dirais, vous savez que Radio-Canada, c'est une grande entreprise avec CBC, donc CBC Radio-Canada. Et je vous dirais que la rédaction du côté de CBC, la réaction a été vraiment beaucoup plus forte.
beaucoup plus forte dans les rédactions à demander justement même une modification chez nous des normes et pratiques journalistiques, qui est notre Bible, notre guide de déontologie. Ça s'est vécu, je vous dirais, il y a eu même il y a eu des animateurs, par exemple, il y a eu une animatrice au Yukon qui a démissionné, mais qui n'était pas nécessairement une journaliste, mais en disant qu'elle ne pouvait pas exprimer ses opinions. Bref, oui, il y a eu vraiment plusieurs secousses, je dirais, du côté vraiment plus de la rédaction de CBC que de Radio-Canada. Par contre, évidemment, nous sommes la même entreprise, donc parce que les normes et pratiques journalistiques sont les mêmes chez nous pour Radio-Canada au CBC. Alors, c'est certain que j'ai eu, moi, plusieurs discussions avec mes collègues de CBC. La consultation, d'ailleurs, il y a une consultation à CBC sur le sujet avec les journalistes jusqu'où. À CBC, ce qui s'est vraiment posé comme question, c'est est-ce qu'on va permettre l'expression d'opinion qui est liée à mon vécu, qui est liée au fait que je suis noire, qui est lié au fait qu'au fond, je suis gay, etc., etc. Alors, ils mènent une consultation sur le sujet. De notre côté, à Radio-Canada, moi, j'ai mené, oui, un sondage, même par une firme externe, auprès de tous nos journalistes sur leur perception de nos normes actuelles. Et je vous dirais que plus de 80% souhaitent qu'on maintienne les normes et pratiques journalistiques telles qu'elles sont en ce moment, c'est-à-dire avec les critères très, je dirais, très serrés, très sévères sur justement l'impartialité. Et je dois admettre que moi, je suis très orthodoxe là-dessus. On a regardé même la BBC récemment, vous avez vu, la BBC a resserré notamment l'utilisation, le guide d'utilisation des réseaux sociaux. Alors oui, ça a eu des répercussions, mais rapidement, je dirais que ce qui est intéressant par ailleurs de ce débat public, c'est le volet, OK, comme journaliste, est-ce que je peux exprimer une opinion? Ça, c'est une chose pour moi, mais par ailleurs, est-ce que Radio-Canada, CBC, nous sommes un employeur vraiment modèle? Est-ce que nous sommes un employeur qui permettons aux journalistes issus de diverses communautés d'aspirer à des carrières les plus intéressantes? Je pense que c'est là-dessus que ce débat-là nous a amené. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai évidemment aussi suivi de très, très près toutes les discussions qu'il y a eu dans les rédactions américaines. Parce que vous savez que dans le cas du New York Times, notamment le Philadelphia Inquirer aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Cela dit, moi, je trouve ça sain qu'il y ait des discussions à cet égard-là. Maintenant, comme je le dis, moi, je suis profondément orthodoxe. Si on ouvre la porte à l'expression d'opinion, ici, par exemple, dans le cas du Québec, on a vraiment une communauté issue du Maghreb qui est très importante. Alors, c'est un peu... alors, quel enjeu politique sur lequel on va permettre de discuter maintenant? Alors voilà, je ne vais pas prendre trop de temps pour permettre la discussion. Merci Louis. Jean-Pierre, est-ce que tu as vécu un peu la même chose? Alors, on n'a pas vécu, je pense, de manière aussi frappante, aussi criante, mais néanmoins, une volonté d'une partie de la rédaction de porter attention, ça ne pose aucun problème, de revendiquer un certain nombre de combats. Alors, comme le dit Luce, il y a les combats qui nous paraissent évidents, le combat contre le racisme, la discrimination. À la RTBF, il y a plusieurs années où on a porté le fer sur les féminicides, sur la violence faite aux femmes, et ça nous paraît être quelque chose d'important de porter à la connaissance des gens. Pour autant, devenir les porte-étendards de différents courants, ça me paraît extrêmement difficile, parce que lequel prendre en compte, lequel refuser, lequel mettre en sourdine. Je pense que c'est vraiment très important de garder cette forme d'honnêteté dans le travail, de veiller à ce que j'appelle le plurialisme, pour sortir de ce pluralisme qui est souvent un peu confondu, comme on donne autant pour tous les différents courants d'opinion, de partis politiques installés, donc pluralisme. Et en même temps, je pense que cette période-ci doit nous avoir amené une grande forme d'humilité et de grande écoute des sociétés dans lesquelles on est. Et je ne vais pas réduire simplement à notre méconnaissance, puisqu'elle était patente dans toute la société, de ce Covid, cette Covid-19, comme on dit au Canada, cette maladie et ce corona, parce que
on a tous été quand même relativement incompétents dans l'explication des choses. Et encore maintenant, les plus grands experts ont du mal à parler d'une seule voix, mais donc repartir dans nos éléments de rigueur scientifique et de trouver les personnes les plus patentes. Mais reconnaissons aussi que des mouvements comme les Gilets jaunes, on ne les a pas bien perçus préalablement. Donc, je dirais humilité pour repartir à la recherche de ces courants émergents, de ces courants qui vivent dans la société, de ces gens qui se sentent parfois abandonnés par un monde de plus en plus complexe. Le Covid n'a rien arrangé évidemment là-dedans, mais la mondialisation a aussi décroché un certain nombre de gens. Vous l'avez connu en France avec les Gilets jaunes, on n'a pas suffisamment perçu ça. Donc pour moi, une attention forte à l'émergence de nouveaux courants, mais d'un autre côté, une conversation avec le public. Sortir de notre volonté parfois de vouloir tout expliquer, de notre point de vue ou de l'endroit où nous nous trouvons, mais plutôt essayer d'entendre les interpellations, les questions des gens. Pas faire du micro-trottoir pour essayer de savoir quelle est la vie comme ça à l'emporte-pièce, mais le questionnement des gens. Et on a lancé, nous, une émission qui s'est maintenue et qui existe encore maintenant et qui fait vraiment de grandes audiences, qui s'appelle Questions en prime, et qui part des questions que les gens posent, et on essaie soit d'y répondre nous-mêmes, mais souvent aussi sur base d'expertise que l'on fait venir, et on va essayer de transformer ça plus avant encore pour montrer notre volonté profonde d'être à l'écoute des gens, de porter attention à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils connaissent. Et je vous dirais aussi, ça c'est pour rebondir un peu sur ce que Laurent disait, voir un peu les solutions qu'il nous propose, parce qu'il y a souvent dans une population du génie pour trouver de belles histoires, ce qui nous permettra de parfois passer à autre chose, de montrer des solutions et d'être particulièrement empathique avec ce qu'on dit. Merci Jean-Pierre. Laurent, pour terminer, il nous reste 2 petites minutes. Très rapidement. Juste, est-ce que cette relation avec l'audience dont parlent à la fois Jean-Pierre et Luc, est-ce qu'elle passe aussi peut-être par plus de diversité dans nos maisons, c'est-à-dire derrière la caméra, mais aussi devant la caméra? Oui, bien sûr. C'est une évidence, c'est une des deux choses que je voulais dire. La première, c'est que nous devons plus que jamais être des plateformes démocratiques, nous, services publics, là où d'autres médias à grande vitesse se radicalisent, de part et d'autre. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais il y a une radicalisation pour plein de raisons qui s'opère. Et la deuxième, effectivement, c'est que le devoir d'exemplarité que nous avons sur les recrutements et les visages, en l'occurrence pour la télévision, qui s'expriment à l'antenne, est absolument nécessaire. Mais il y a l'antenne et il y a aussi hors antenne. Il y a ce qui se passe dans nos rédactions, la façon dont nous recrutons nos journalistes, qui doit être très, très, très largement interrogée pour que cette fonction de débat, elle existe aussi dans les rédactions, pour que tout le monde puisse avoir son mot à dire et que nous soyons juste connectés sur la réalité de la diversité, en l'occurrence française. On se doit d'être très, très exemplaire là-dessus. Et il y a encore du boulot, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Luce depuis le Canada. Très très bonne journée à toi. Très bonne journée Jean-Pierre, mi-journée. Et pour nous aussi également à Paris pour Laurent. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye. Merci à tous les quatre. Merci Éric Scherer, directeur de l'innovation et des relations internationales de France Télévisions. Et merci à vos invités, donc Luce Julien, Laurent Guimier, Jean-Pierre Jacquemin, respectivement patron de l'info de Radio-Canada, de France Télévisions et de la RTBF. Alors on a dressé effectivement quelques pistes pour les médias de demain. On a entendu parler de journalisme constructif, de solutions, on a entendu parler de